Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, avec une déchirure dans le milieu du livre. C'est un livre percutant, très difficile à trouver, écrit par Serge Monast. Et Serge Monast est avec nous, il est journaliste international. La preuve, sa carte de journaliste de presse. Alors, c'est pas une petite carte, là, c'est une grande carte, parce que les journalistes internationaux qui vont, mettons, à Yougoslavie, ne peuvent pas aller sur un terrain avec une petite carte. Ils risquent de se faire tirer, alors qu'avec ça, pendu dans le cou, ça paraît, puis ça se voit de loin. Bonjour, Serge Monast. Bonjour, toi. Bienvenue sur l'émission d'ésotérisme expérimental. J'ai déjà reçu un journaliste international qui travaillait à l'époque pour Radio-Canada. Lui était dans les rues de Dallas le jour où John F. Kennedy s'est fait tirer. Il a entendu les coups de feu, puis il se souvient d'avoir entendu au minimum 3 coups de feu d'origine différente. C'est ce qu'il est allé dire en ondes à Radio-Canada. À l'époque. Il doit y avoir coûté son emploi. Ça y a coûté des années de prison, ça y a coûté un paquet de problèmes. Il y a de ses amis de France Presse qui sont disparus de la circulation. Vous étiez dans l'hôtel lors de l'attentat contre Bobby Kennedy, Ben moi, le frère de l'autre. en 68, je travaillais pour le Los Angeles Free Press, je demeurais à Los Angeles, et je travaillais pour Robert Kennedy dans sa campagne électorale. Donc, j'étais aussi à l'Ambassador Hotel. J'étais là, par conséquent, aussi, en même temps qu'il y a eu l'assassinat de Martin Luther King. Je me trouvais à Los Angeles, donc j'ai vécu tous les événements de cette époque-là. Bon. Vous, avez-vous fait de la prison? On vous a pas chassé? Est-ce qu'on vous fait du tort parce que vous savez des choses? À propos de ça, non, d'aucune manière. Les problèmes, je l'ai plutôt commencé à les vivre à partir, je pourrais dire, du mois de mars 90 au Canada. Pourquoi? Le volume, il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, est un dossier d'enquête journalistique qui fait ressortir les ententes, les tractations, les jeux de coulisses non publiés entre Ottawa et Washington pour faire éclater d'une façon volontaire un état de crise politique majeure dans l'Est du Canada, c'est-à-dire au Québec. Le livre est basé uniquement sur des documents officiels. Documents du département d'État à Washington, documents du ministère de la guerre, c'est-à-dire des Forces armées américaines à Washington, documents du Conseil des hommes d'affaires du Canada, documents du gouvernement canadien et d'autres documents d'office et de groupes, en fin de compte, reconnus officiellement à travers le Canada. Oui. Alors, vous avez donc sorti du sac le chat et la souris qui étaient cachés depuis belle lurette par la GRC, par les services Les fédéraux. deux, en fin de compte, parce qu'on pourrait dire que le volume est un volume interdit. Pourquoi? Parce que cette information-là n'aurait jamais dû paraître en fin de compte. Si j'en suis venu, malgré tout, malgré les risques, malgré toutes les conséquences possibles, à publier cette information-là, excusez, c'est que j'ai été coincé dans une telle situation que si je ne publiais pas et je ne sortais pas le volume, à ce moment-là, j'étais victime de coups montés à l'intérieur desquels on discréditait ma réputation. Par conséquent, on discréditait mon message. D'autant qu'auparavant, on m'avait ruiné financièrement parce que juste pour les années 1991-92, j'ai perdu au moins 35 000 liquides qu'on m'a fait perdre. Et ça, c'est au niveau des autorités canadiennes. On n'était pas intéressé à ce que cette information-là puisse atteindre le public parce qu'elle révèle sous-jacent trop de scandales. Alors, je reprends votre argument du livre, c'est qu'on prépare un état de crise sociale au Québec pour finalement en arriver à quoi? Bon, en arriver à quoi? Vous avez deux paliers décisionnels à ce niveau-là. Vous avez le Conseil des hommes d'affaires à Toronto qui représente, en fin de compte, si on se reporte au niveau historique, l'ancien au Canada. Ces personnes ne veulent pas, en aucune manière, perdre quelque pouvoir politique ou économique au profit du Québec. Ils sont prêts à n'importe quoi pour qu'il n'y ait pas un dédoublement, en fin de compte, au niveau des institutions financières et autres. Tandis qu'à Washington, c'est un autre motif. Il faut vous dire que tant le Conseil des hommes d'affaires à Toronto que le département d'État à Washington, ces groupes-là ont fait des études à propos du Québec. Et leurs études arrivent à la même conclusion. Personne ne peut plus arrêter le processus d'indépendance du Québec, le processus vers sa souveraineté. Ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu. Ils savent qu'ils ne peuvent pas l'empêcher. Alors, ils se Même si René Lévesque est éliminé de la circulation... ça ne change absolument rien au niveau de l'évolution politique de toute la population au Québec et de l'évolution politique en général au Canada. Oh oui, mais il n'y a pas de leader au Québec. Il suffit, ça prend un leader, une arme, on dit que ça prend un cœur pour faire avancer ce peuple-là. Non, mais il ne faut quand même pas perdre de vue qu'au départ, il y a eu 30 ans
de conscience politique depuis les années 60 au Québec. Ça se retrouve à tous les échelons de la société. Et ils savent que quel que soit le leader qui peut être au pouvoir au Québec, la volonté intérieure de la population québécoise se dirige irrémédiablement vers cette option-là. Bon, moi, je vous dirais, Serge, qu'à ce niveau-là, j'ai l'impression que les Québécois, ils s'en foutent un peu, puisque, regardez, les libéraux qui sont au pouvoir actuellement, là, on sait bien qu'il y a des élections qui vont arriver au Québec, mais bon, on joue sur la langue française, on se fie sur l'appui qu'on reçoit, en tout cas qu'eux reçoivent, des Nations Unies pour dire la loi 178, l'affichage bilingue, il faut que ce soit bilingue au Québec. Non, mais ça, c'est de la politiquerie. Parce que si on se reporte à ce que je te disais tout à l'heure... Non, si on se reporte à ce que je te disais tout à l'heure, OK? À ce moment-là, le Conseil des hommes d'affaires et les politiciens du Canada anglais, ayant réalisé la situation, ils en sont venus à la conclusion que n'étant pas capable d'empêcher ce processus-là, il fallait l'avorter. De quelle manière? En mettant les bois dans les roues de 10 années de négociations constitutionnelles. C'est pour cette raison que d'un côté, on disait à la population canadienne, on veut que le Québec reste à l'intérieur de la Constitution. On ne peut pas penser un Canada sans la dimension francophone du Québec à l'intérieur de celle-ci. Mais par contre, au niveau des faits, au niveau des négociations constitutionnelles, on a tout fait pour les refuser. En sachant très bien que les refus systématiques sur une période de 10 ans forcerait par conséquent, malgré eux autres, les Québécois à se rassembler au niveau de la question nationale et à déboucher par conséquent sur une option indépendantiste. Si on regarde d'un autre côté, au niveau du département d'État à Washington, ça fait 200 ans, au niveau du manifeste de la destinée continentale de la politique américaine, ça fait 200 ans qu'ils cherchent l'éclatement du Canada parce qu'ils ont besoin de ces ressources naturelles. Donc, officiellement, ils sont pour l'unité canadienne au niveau international, mais officieusement, ils sont pour l'indépendance du Québec, parce que l'indépendance du Québec possible leur apporte sur un plateau d'argent l'éclatement du Canada. Oui. Donc, là, qu'est-ce que les Américains pourraient profiter de l'éclatement du Canada? Ce serait quand même... Une des premières choses dont ils profiteraient, parce qu'ils ont quand même fait par des groupes d'études au département d'État les listes de 33 richesses de base dont ils ont besoin pour traverser économiquement le cap de l'an 2000. Et s'ils veulent demeurer concurrents par rapport à la communauté européenne, ils ont besoin d'avoir un accès direct, comme si ça leur appartenait, en fin de compte, à ces richesses naturelles-là. Ouais. L'une des premières choses qui se produirait, par exemple, au lendemain de l'indépendance. Premièrement, il y a chute de la bourse, il y a crise économique et crise politique majeure à travers tout le Canada. En 1991, les premiers ministres des provinces maritimes, sans que ça ait été trop ébruité, ont fait un voyage pratiquement secret aux États-Unis, rencontrer les gouverneurs de différents États. Il y a eu des rencontres, des négociations à ce moment-là qui faisaient ressortir qu'advenant l'indépendance du Québec, les premières provinces qui demanderaient leurs adhésions, en fin de compte, aux États-Unis seraient les provinces maritimes parce qu'ils seraient complètement coupés du reste du Canada et l'Ontario ne supporterait pas à elle seule le poids économique et politique des provinces maritimes. Séparés par un Québec séparés du reste du pays. Donc, les Américains veulent les provinces maritimes pour 3 points précis au départ. Le premier, ça lui donne immédiatement le contrôle de toutes les pêcheries pour l'Est, le nord-est de l'Amérique du Nord. Et l'entrée vers le Québec ou vers le reste du Canada. Justement, et en même temps, ça lui donne un point de concurrence solide au niveau du contrôle des pêcheries par rapport à la communauté européenne. Deuxièmement, ça lui donne immédiatement le contrôle de toutes les recherches pétrolifères au large de Terre-Neuve, ce qui explique, entre parenthèses, pourquoi le projet Hibernia ne débloque jamais au Canada. Troisièmement, ça lui permet l'installation immédiate de bases militaires américaines, stratégiques, à Halifax et à Terre-Neuve, qui sont les plaques tournantes de tout le trafic aérien de l'Est de l'Amérique du Nord, en fait. Il ne faut pas oublier que les Américains ont construit 2 bases militaires stratégiques, une à Fort Drum, qui se trouve être dans le nord de l'État de New York, juste au sud de Kingston, en Ontario, quand on sait que Kingston est la base du commandement de toutes les communications militaires pour l'armée canadienne. Et il y a une autre base qui est située à Deepwood. Celle-là se trouve sur la frontière du Maine et du Nouveau-Brunswick. Et cette base-là, c'est là qu'on fait l'entraînement de la police militaire spéciale américaine. La police militaire spéciale américaine, c'est elle qui est chargée des opérations de torture et de nettoyage politique en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et la base se trouve sur la frontière du Nouveau-Brunswick. Beau tableau. Même bizarre. Beau tableau, parce que ça nous donne l'impression que juste à côté du Canada, on a un bulldog qui attend pour nous mordre, ou alors un aigle qui veut
nous agripper dans ses griffes. Oui, hein, et il faut vous dire aussi que ce que ces gens-là, lorsqu'on parle de haute politique ou de haute économie internationale, ces gens-là ne pensent pas comme nous autres. Ils n'ont pas un système émotionnel qui fonctionne de la même façon que vous et moi. C'est une partie d'échec, c'est excessivement froid, il n'y a aucun sens de relation humaine, il n'y a rien de semblable à l'intérieur de ça, c'est mathématique et c'est froid. Si vous prenez l'exemple du jeu d'échecs, c'est qu'un bon joueur d'échecs qui prévoit 1, 2, 3, 5 coups à l'avance, 5 ans d'avance, 10 ans d'avance, hein, c'est ça. L'attitude du Parti libéral actuellement, c'est d'écœurer un peu le monde de l'éducation, les fonctionnaires. L'attitude du Parti libéral, à partir du moment qu'ils ont baissé pavillon, qu'ils ont abdiqué aux accords de Charlottetown en 92, leurs attitudes maintenant, et c'est là qu'on peut arriver à comprendre ce qui paraît incompréhensible en apparence, comment ça se fait qu'un parti politique comme le Parti libéral, 1 an à peu près avant des élections provinciales, 2 ans avant la tenue officielle d'un référendum au Québec qui est supposé se trouver vers le mois de juin 95, comment ça se fait que ce parti-là se saborde? Ils ont parlé du 24 juin 1995. Amusons-nous, le 24, 2 plus 4, ça fait 6. Juin, c'est le 6e mois de l'année. 1995, vous faites le total, qui fait 24 encore, ça fait 6. C'est donc le 666, le 24 juin 95. Oui, il n'y a jamais de hasard. Non. Le hasard, alors donc, on emploie le mot hasard pour les choses qu'on ne comprend pas la plupart du temps. Oui, c'est ça. Mais alors, vous voulez dire que le Parti libéral est en train de se saborder pour donner la chance au PQ de prendre le pouvoir? Oui, mais écoutez, ça va très loin. Comment expliqueriez-vous, au niveau d'une pure logique, un parti qui est aussi proche que ça d'élections provinciales, cherche une confrontation directe avec le monde étudiant, cherche une confrontation directe avec le monde ouvrier par le biais des fonctionnaires et d'autres secteurs, en fin de compte, du monde ouvrier, et cherche une confrontation directe avec tous les groupements nationalistes en ouvrant le dossier de la langue. C'est totalement impensable, c'est totalement incompréhensible. Mais ça devient compréhensible lorsqu'on le regarde au niveau d'une vue d'ensemble, comme c'est situé à l'intérieur de ce volume-là. Est-ce que vous avez l'impression que donc ce jeu d'échecs, on l'a perdu? C'est-à-dire que les Américains vont réussir à aboutir à leur fin, c'est-à-dire l'éclatement du Canada. Ils mettront la main sur les provinces maritimes. Après ça, j'imagine qu'ils vont intervenir au Québec en disant qu'ils protègent leurs intérêts. Ça ne les intéresse pas d'intervenir au Québec d'aucune manière. Ah non? Du tout, du tout, du tout, du tout. Le Québec, ils veulent le laisser là pour tout de suite. L'Ontario, ils ont énormément d'échanges économiques. D'ailleurs, il y a énormément de transferts de fonds de la part des hommes d'affaires à Toronto vers les États-Unis. Ce n'est pas un problème majeur. Ce qui les intéresse, par contre, c'est à partir du Manitoba. Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Le pétrole. Le pétrole, les prairies au niveau des céréales, donc un moyen contrôle céréalier avec le centre des États-Unis sur le monde, en fin de compte. Les forêts de la Colombie-Britannique et les réserves d'eau inépuisables, en fin de compte, du nord de la Colombie-Britannique et du Yukon, dont la Californie a besoin, c'est avec comment continuer à se développer. Ouais, c'est très gros. C'est très gros, c'est compromettant tout ça. Puis si on trouve ça dans ce livre intitulé « Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa », moi j'ai presque l'impression qu'il est maintenant minuit et 15 secondes. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé de CGMS hier, avec lesquels je communiquais, puis il me disait justement, il dit « Je pense qu'il est rendu à peu près à minuit. Minuit et 5 secondes. » J'ai dit Je pense que c'est le cas à l'heure actuelle. C'est ça. Votre livre est déjà en retard. Et vous savez, même s'il vient d'être publié. Il n'est pas tellement en retard parce que le processus politique qui est décrit à l'intérieur du volume, on est à l'intérieur de ce processus-là à l'heure actuelle. Et puis, en plus, la majeure partie des gens n'en sont même pas conscients. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce qui se passe, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe pour la simple raison que l'information ne leur est pas donnée. Et si l'information ne leur est pas donnée, c'est qu'il faut comprendre, moi je peux en parler en tant que journaliste, c'est que 95 de l'information n'est habituellement jamais publiée ou rendue accessible à la population. Pourquoi? On ne tient pas à ce que les gens soient à ce point perturbés qu'ils ne peuvent plus continuer à consommer de la même façon, donc perturber l'économie. On va donner l'impression aux gens par la désinformation, on va leur donner l'impression qu'ils sont informés, mais en leur donnant jamais l'information de base. Ça s'appelle la désinformation, et c'est ce qu'on vit quotidiennement à travers les médias, les différents médias d'information. Mais vous n'avez pas cherché à faire une campagne de publicité pour votre livre? Là, vous passez ici pour la première fois à la télévision. J'ai cherché à faire une campagne de publicité, mais comme il m'a été rapporté à différents endroits, autant de la part de radios communautaires que de personnes travaillant dans des médias d'information officielle, ça a l'air, d'après ce qu'on m'a rapporté, qu'il n'y a aucun média d'information officielle pour l'instant qui va être identifié comme ayant été le premier à parler
officiellement d'un volume semblable. Je vais vous donner un exemple. Mais là, c'est fait. Avec l'ésotérisme expérimental, on vient de casser la glace. Mais et tu vois, de Richard, passer je peux te dans donner l'emploi. un exemple là-dessus. Oui. Prenons juste l'affaire Will Enemy pendant le référendum. Oui. Le fameux scandale Will Enemy des cassettes, à fin de compte. Ouais. Le vendredi saint, j'étais avec Claude Beauchamp à Sainte-Foy. On dînait ensemble dans une rencontre privée. Et Claude me faisait part à ce moment-là que ça lui avait coûté 1 million de dollars d'avoir sorti une chose comme ça. J'ai dit 1 million de dollars, comment? Il dit tout ce qu'on avait comme contrat du fédéral au niveau de la publicité nous a été coupé. Parce qu'ils ont osé en parler. Justement, l'arme économique. Et quand l'arme économique de la part du pouvoir n'est pas suffisamment efficace, on va tenter de faire un coup monté contre la personne pour la discréditer aux yeux de la population. Si au-delà de ça, le discrédit n'est pas suffisant, et cette personne-là a une famille, on va tenter de faire des pressions sur sa famille, mais si, rendu là, ce n'est même pas suffisant, c'est là que la vie de la personne peut être en danger. On appelle ça la pratique de la démocratie. Moi, j'ai toujours appelé ça la démocratie. Avant qu'on se laisse, est-ce que je peux vous demander une opinion sur ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial? J'en ai parlé souvent dans les conférences, le New World Order. Ça a commencé avec George Bush, là, avec la guerre du Moyen-Orient. C'est appliqué, là, ça marche-tu, ça, actuellement? C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place sans que ça paraisse trop. Alors, le livre de M. Serge Maudat est maintenant disponible. Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa.